Le 5 novembre 2025, une chaise est restée vide dans une salle du Conseil de sécurité de la Russie. Ce n'était pas n'importe quelle chaise. C'était le siège de Sergueï Lavrov, l'homme qui, pendant 21 ans, a servi comme ministre des Affaires étrangères, le visage diplomatique de la Russie pour le monde entier. Poutine était là, présidant une réunion sur la reprise des essais nucléaires. Lavrov, non. Personne n'a expliqué pourquoi. Personne n'en avait besoin. En Russie aujourd'hui, l'absence en dit plus que tout communiqué officiel. Il y a 2 décennies, quelque chose comme ça aurait été impensable, parce qu'il y avait un accord, un pacte non écrit, mais absolument réel, qui définissait qui survivait et qui tombait dans le système de Poutine. Et ce pacte vient d'être rompu. Nous sommes en l'an 2000. Vladimir Poutine vient tout juste de prendre la présidence d'un pays dévasté. Les années 90 ont laissé la Russie à genoux. Alors que le chaos régnait dans les rues, un petit groupe d'hommes en a profité pour piller les restes de l'Union soviétique. On les appelait les oligarques. Par des affaires louches, une corruption effrénée et des crimes que personne n'osait enquêter, cette poignée d'individus a pris le contrôle de vastes pans de l'économie russe. Ils possédaient des jets privés, des villas, des entreprises entières et surtout le pouvoir politique. Poutine les a convoqués. 21 hommes, les plus riches et puissants de Russie, réunis au Kremlin. Ce qui s'est passé dans cette salle allait définir les 25 prochaines années. Poutine n'a pas crié, il n'a pas menacé explicitement. Il a simplement présenté les nouvelles règles. Vous pouvez tout garder. Les villas, les jets, les milliards. Je n'enquêterai pas sur l'origine de vos fortunes dans les années 90. En échange, vous restez totalement éloigné de la politique. Acceptez mon autorité, démantelez toute structure politique que vous contrôlez et ne me défiez jamais, au grand jamais. Beaucoup ont accepté parce qu'ils ont compris que cet homme n'était pas en train de négocier. Et ceux qui ont accepté ont été récompensés. Leurs fortunes se sont multipliées. Leurs positions se sont solidifiées. La loyauté était la monnaie d'échange. La richesse contre le silence politique. La protection contre l'obéissance absolue. Mais il y avait un second aspect à cet accord. Ceux qui brisaient le pacte étaient détruits publiquement, de façon théâtrale, pour que tous voient et comprennent. Mikhaïl Khodorkovsky l'a appris à ses dépens. Il était l'homme le plus riche de Russie en 2003, propriétaire du géant pétrolier Yukos. Khodorkovsky a commis une erreur fatale. Il a cru que son argent lui donnait un pouvoir politique. Il a commencé à financer des partis d'opposition. Il a critiqué ouvertement Poutine. En octobre de cette année-là, des agents masqués des services secrets russes ont pris d'assaut son avion dans un aéroport de Sibérie. Il a été condamné à 9 ans de prison. Son entreprise a été démantelée et nationalisée. Le message était limpide. La richesse n'est pas le pouvoir. La loyauté, c'est le pouvoir. Vladimir Goussinski a été le deuxième exemple. Il a construit un empire médiatique qui comprenait NTV, la seule chaîne de télévision indépendante de Russie. Son crime, NTV, critiquait le Kremlin, couvrait honnêtement la guerre brutale en Tchétchénie et, pire encore, diffusait une émission satirique avec des marionnettes qui ridiculisaient Poutine. En mai 2000, des commandos armés de mitraillettes ont envahi les bureaux de NTV. Goussinski a été arrêté en juin, accusé d'avoir volé 10 millions de dollars. Il s'est enfui à l'étranger. Son réseau a été absorbé par Gazprom, contrôlé par l'État. Le message, encore une fois, était clair. Il n'existe pas de médias indépendants. Aucune critique n'est permise. C'était le système. Brutal, autoritaire mais stable. Les règles étaient inconnues. Accepte mon autorité et tu prospères. Défie-moi et tu disparais. Pendant 22 ans, ce pacte a parfaitement fonctionné. Poutine a consolidé un pouvoir absolu, tandis que son élite loyale s'enrichissait en échange de son silence. C'était prévisible, c'était rationnel, c'était le fondement du système de Poutine.
Puis est venu février 2022, l'invasion massive de l'Ukraine. Ce qui devait être une opération de quelques jours s'est transformé en une guerre d'usure dévastatrice. Des milliards étaient injectés dans l'effort de guerre, le budget militaire a explosé, et les défaites sur le champ de bataille ont commencé à s'accumuler. Pour la première fois, la loyauté ne suffisait plus. Le système avait besoin d'efficacité, il avait besoin de résultats, et quelqu'un devait payer pour les échecs. En 2024, Poutine a démis Sergueï Shoïgu, son ministre de la Défense de longue date. Ce n'était pas seulement un changement de ministre, c'était une élimination totale. Dans les mois suivants, des dizaines d'officiers du ministère de la Défense ont été arrêtés. 3 anciens vice-ministres, des généraux, des bureaucrates. Shoïgu lui-même a été épargné, mais tout son réseau de pouvoir a été démantelé. Il a assisté, impuissant, tandis que des décennies d'alliances étaient détruites. C'était un message. Peu importe depuis combien de temps vous servez, s'il y a un échec visible, s'il y a trop de corruption apparente, vous serez éliminé. Mais le ministère de la Défense avait du sens, n'est-ce pas ? C'était une élimination liée à la guerre, à la compétence militaire, à la nécessité de résultats sur le champ de bataille. Ce que personne n'attendait, c'est que ce ne serait que le début, que la machine ne s'arrêterait pas là. Sergueï Markov était tout ce que Poutine pouvait souhaiter chez un allié. Scientifique politique respecté, journaliste influent, professeur dans des institutions prestigieuses comme l'Université d'État de Moscou. Pendant plus de 20 ans, il a été l'un des conseillers les plus proches de Poutine. Il qualifiait le président comme l'un des grands hommes de l'histoire. Il a été membre de la Chambre publique de Russie pendant plusieurs années. Élu à la Douma en 2007, porte-parole de confiance lors des élections de 2012. Il apparaissait constamment dans les médias occidentaux pour défendre le Kremlin, répétant mot pour mot la propagande officielle. Lorsque la guerre a commencé, Markov a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Il a dit que ce n'était pas une guerre contre l'Ukraine, mais pour libérer l'Ukraine. Il a évoqué des nazis imaginaires, qualifié l'invasion d'humanitaire et blâmé les États-Unis. Il a tout bien fait. En août 2025, le ministère de la Justice russe a classé Sergueï Markov comme agent étranger. Cette étiquette est réservée aux traîtres, pour ceux que le Kremlin croit conspirer avec d'autres pays. Markov n'a trahi personne. Son crime ? Il a publiquement fait l'éloge du président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors d'une interview. Il a qualifié Aliyev de dirigeant habile, rien de plus. Pour 2 décennies de loyauté absolue, une seule phrase de louange envers un autre dirigeant a suffi à le détruire. Markov, choqué, a déclaré que la décision était étrange et surprenante, qu'il avait toujours soutenu l'opération spéciale. Cela n'a pas compté. Alexei Aliokin était un oligarque mineur, mais parfaitement aligné. Directeur d'une usine d'armement, il soutenait publiquement la guerre, faisait des dons à l'effort militaire, participait à des événements pro-Kremlin. Il conduisait aussi des voitures de luxe importées, tandis que les Russes ordinaires faisaient face à de lourdes sanctions. Cette hypocrisie flagrante a dérangé quelqu'un. Un blogueur militaire nationaliste, nommé Alexandre Kotz, a commencé à l'attaquer publiquement. Il a accusé Aliokin de corruption, de mener une vie luxueuse aux frais du peuple russe en temps de guerre. En septembre, Aliokin a été qualifié d'agent étranger. Quelques jours plus tard, il a été arrêté, officiellement accusé de fraude à grande échelle. Son véritable crime, avoir une richesse trop visible, des ennemis disposant de tribunes et se trouver au mauvais endroit lorsque la machine avait besoin d'une nouvelle victime. Il y a 5 ans, des hommes comme Aliokin étaient intouchables. Tant qu'ils montraient leur loyauté, ils pouvaient être aussi corrompus qu'ils le voulaient. C'était l'accord. Maintenant, il n'existe plus. Tatiana Montian est née en Crimée, a étudié le droit à Moscou, a vécu à Kiev, où elle est devenue avocate dans des affaires politiques très médiatisées, s'est opposée aux manifestations pro-européennes de 2013, a défendu des figures controversées pro-russes. Lorsque la guerre a commencé,
Elle a quitté l'Ukraine et est partie en Russie. Elle est désormais omniprésente à la télévision russe. Une Ukrainienne soutenant l'invasion de son propre pays était de l'or pour la machine de propagande. Cela prouvait que la guerre était juste, que même des Ukrainiens soutenaient Moscou. En octobre 2025, Montian n'a pas seulement été étiquetée comme agente étrangère, elle a été désignée terroriste et extrémiste, l'une des classifications les plus sévères que le Kremlin puisse appliquer. Ses comptes bancaires ont été gelés. Elle a été placée sous surveillance totale de l'État. Le gouvernement n'a pas expliqué exactement pourquoi. Il y a des rapports selon lesquels elle aurait détourné de l'argent qu'elle avait collecté pour les troupes en première ligne. Et elle a commis une autre erreur. Elle a parlé de crimes de guerre et du chaos total sur le front. Les critiques, même venant d'une alliée, étaient inacceptables. Montian devrait avoir une vie confortable à Moscou. Émissions de télévision, sécurité, reconnaissance. Au lieu de cela, elle fait face à un avenir totalement incertain, traitée comme une ennemie de l'État. Alors, il y a Lavrov, la chaise vide. L'homme qui a consacré toute sa vie à l'État russe est entré en politique dans les années 80. Il a gravi méticuleusement les échelons du ministère des Affaires étrangères et est devenu le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies. En 2004, il est devenu ministre des Affaires étrangères. Pendant 21 ans, il a été la voix diplomatique de la Russie. Inébranlable, indispensable, jusqu'en novembre 2025. D'abord, son absence inexpliquée à la réunion du Conseil de sécurité sur les essais nucléaires. Ensuite, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que Lavrov avait été remplacé en tant que chef de la délégation russe pour le sommet du G20. Peskov a tenu à préciser que Poutine avait personnellement pris cette décision. Lavrov a également été remplacé lors du sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Son pouvoir s'effondrait publiquement. La raison, un appel téléphonique. En octobre, Lavrov a parlé avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. L'objectif était de préparer le terrain pour une rencontre entre Poutine et le président Donald Trump. Selon des sources, Lavrov était resté intransigeant, refusant d'adoucir les exigences strictes de Moscou concernant l'Ukraine. L'appel a été tendu. Rubio a recommandé à Trump d'annuler la rencontre, et Trump l'a annulée. Pour Poutine, il fallait un responsable. Lavrov, le diplomate chevronné depuis 2 décennies, est devenu le bouc émissaire du moment. Peskov a été contraint de nier publiquement les rumeurs concernant la chute de Lavrov, ce qui, dans le langage du Kremlin, confirme généralement que les rumeurs sont vraies. 4 cas, 4 fidèles, Markov pour un compliment, Aliokin pour corruption manifeste, Montian pour des critiques discrètes, Lavrov pour un échec diplomatique. Aucun d'entre eux n'a défié Poutine, aucun n'a financé l'opposition, aucun n'a critiqué le président. Ils ont fait ce qu'ils ont toujours fait, servir, et malgré cela, ils ont été écartés. Alors, pourquoi cela se produit-il ? Ekaterina Shulman, une politologue russe, a une théorie terrifiante, et elle est très logique. Pensez-y comme ça. D'abord, le Kremlin s'est attaqué à ceux qui étaient contre la guerre, a arrêté des militants, réduit au silence des journalistes, fermé des organisations. Il n'y a plus personne dans ce groupe. Le problème, la machine répressive ne peut pas s'arrêter. La police secrète russe est immense. Les ministères de la sécurité comptent des milliards de personnes. Et tous ces officiers doivent montrer des résultats pour être promus. Pour justifier leur budget gigantesque, ils dépendent de la découverte d'ennemis de l'État. Voilà comment fonctionne le système. Mais si vous avez déjà éliminé tous les opposants, tous les critiques de la guerre, tous les médias indépendants, qui reste-t-il ? La réponse est simple et effrayante. Les alliés eux-mêmes, les propagandistes, les blogueurs pro-guerre, les officiers loyaux. La machine doit se nourrir. À présent, elle dévore même les membres de son équipe. Mais il y a une autre partie de cette histoire qui rend tout cela encore pire. Tout le système russe est en train d'être refait dans le feu de la guerre. Et,
dans ce nouvel environnement brutal. Les protections qui existaient auparavant ont tout simplement disparu. Avant, il y avait des limites, il y avait des personnes intouchables, il y avait une hiérarchie respectée, et maintenant, c'est chacun pour soi. Pense au style de leadership de Poutine. Il est vague, distant, il ne prend pas de décisions claires dans de nombreuses situations. Tu te souviens de l'affaire Prigojine ? Le chef de Wagner s'est publiquement disputé avec le ministère de la Défense pendant toute une année. Tout le monde le voyait. Poutine n'a rien fait. Il a laissé le conflit grandir jusqu'à ce qu'il devienne une rébellion armée, marchant vers Moscou. Cette indifférence a créé un vide de pouvoir. Et, dans ce vide, différents groupes au sein du gouvernement ont commencé à s'attaquer les uns les autres. Markov et Aliokin n'ont pas été éliminés parce qu'ils avaient commis de vrais crimes. Ils ont été éliminés parce que leurs rivaux, des gens comme le blogueur Kotz et le propagandiste Solovyov, les ont livrés au système répressif. Pourquoi ? Pour se protéger, pour s'emparer de leurs biens, pour gravir les échelons, pour survivre. C'est ce qui se passe. Le système est littéralement en train de se cannibaliser. L'élite qui a soutenu Poutine pendant des décennies est en morceaux. Plus personne ne fait confiance à personne. Ministres, oligarques, propagandistes, tous regardent par-dessus leur épaule, se demandant s'ils seront les prochains. Et quand on est dans ce mode de pure survie, gouverner un pays de manière efficace devient impossible. Chaque responsable se concentre maintenant sur deux choses: attaquer ses rivaux avant d'être attaqué, et faire preuve de niveau absurde de loyauté envers Poutine, en espérant que cela le protège. Et cela affecte directement la guerre. Pourquoi ? Vous savez ce qui se passe quand on emprisonne un général pour avoir dit la vérité. Le général suivant devra probablement mentir. C'est aussi simple que ça. Et voici la grande ironie de tout cela. Poutine a commencé ce processus en voulant un contrôle total, en voulant s'assurer que personne ne puisse le défier, en voulant transformer la loyauté en obéissance absolue. Mais savez-vous ce qu'il a vraiment réussi à faire ? Déclencher quelque chose qu'il ne contrôle même plus lui-même. Il est en train de détruire la base de soutien qui maintient son pouvoir. Il est en train d'aliéner ses propres propagandistes, de transformer ses partisans les plus fidèles en ennemis de l'État, d'emprisonner des commandants compétents, de blâmer ses diplomates les plus expérimentés. La guerre a exposé toutes les faiblesses que la Russie porte depuis des décennies. La corruption à tous les niveaux, les défaillances du renseignement, la désorganisation chronique. Cette chaise vide de Lavrov ne concerne pas seulement un diplomate tombé en disgrâce, c'est le symbole d'un système qui s'est retourné contre lui-même. Cela prouve que la loyauté ne protège plus personne. Maintenant, réfléchissez. Si même Lavrov peut tomber, alors n'importe qui peut tomber. Et quand tout le monde peut tomber à tout moment, personne n'est vraiment du côté de personne. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que Poutine pourra renverser cette situation ? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de le partager avec ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se passe réellement en Russie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines analyses. À la prochaine!